Bonjour, je suis Camille Wever, présidente de la maison de joaillerie Wever, première entreprise à mission du secteur du luxe. Chaque mois, avec les Voix de l'Audace, je pars à la rencontre de personnes audacieuses et inspirantes. Je célèbre celles et ceux qui osent, prennent des risques, tracent leur propre chemin et qui, je l'espère, vous donneront à votre tour l'envie de franchir le pas et d'oser. Mais l'audace ne se résume pas au succès. Elle s'accompagne de doutes, d'épreuves, de remises en question et de rebonds. Ici, nous parlerons des coulisses du changement, du courage qu'il faut pour avancer et des leçons que mes interlocuteurs en ont tirées en chemin. Alors, êtes-vous prêts à explorer l'envers du décor ? Eh bien, bonjour Sylvie. Bonjour Camille. Sylvie, je suis ravie de t'accueillir dans les Voix de l'Audace. Pour ceux et celles qui nous connaissent, ils savent que j'ai à cœur de mettre en avant des parcours totalement audacieux, des personnes inspirantes. Et pour moi, ça m'a semblé juste évident en fait, de t'inviter, Sylvie, parce que tu as fondé il y a 13 ans maintenant une maison de haute parfumerie qui s'appelle Ex Nihilo. Ex Nihilo, donc, qui veut dire créé à partir d'une page de blanche. rien, voilà, from scratch. Et 13 ans après, aujourd'hui, Ex Nihilo, c'est combien de chiffre d'affaires, Sylvie ? Alors, on fait à peu près 100 millions retail, donc voilà. Retail 16. Donc, on peut dire que c'est la licorne du parfum, un peu. Voilà. C'est beau. Donc, c'est vraiment extraordinaire. Et en fait, l'idée, ça va essayer de comprendre comment est-ce que tu es parvenu en fait, à créer cette marque qui est hyper puissante dans un marché ultra concurrentiel, avec des marques très fortes, puissantes, et des moyens financiers qui sont extrêmement importants, et puis comprendre aussi les différents justement jalons de ce développement et qu'est-ce qui se cache derrière l'entrepreneur. Alors Sylvie, déjà, est-ce que tu peux juste expliquer très rapidement, on viendra ensuite après, Ex Nihilo, le groupe Ex Nihilo, ce que vous proposez Absolument. Alors, l'idée, effectivement, la genèse de l'idée, en tout cas, c'était déjà un trio. On est 3 cofondateurs. Donc, c'est relativement atypique dans notre métier. La plupart des concurrents sont souvent une personnalité qui, même souvent, donne le nom son nom à la marque, donc un nom éponyme. Donc nous, c'est vraiment la genèse d'une aventure collaborative avec 3 profils très différents et très complémentaires. L'idée, c'était vraiment de créer la marque de nos rêves. Donc, évidemment, aller vers la haute parfumerie, aller vers le plus beau que la parfumerie puisse proposer. Et puis, retrouver l'essence même de notre métier, proposer un service qui s'était un peu perdu du fait de la distribution dans notre catégorie, et donc de proposer d'aller plus loin d'un point de vue olfactif et notamment de proposer un service de personnalisation. Donc c'était un peu l'idée de la genèse de Ex Nihilo il y a 13 ans. Et alors, Sylvie, si on regarde un peu ton parcours, on peut dire que tu n'as pas été en échec scolaire, puisque tu es centralienne et puis tu es également diplômée du MIT. Donc, tu es clairement une ingénieure. Est-ce que cette idée finalement de lancer cette maison de parfum, où le parfum, il y a quand même quelque chose de très émotionnel, très personnel, on pourrait se dire, tiens, ça ne va pas forcément avec ce côté très matheux, très ingénieur. Est-ce que c'est quelque chose qui remonte quelque part un peu à l'enfance, des souvenirs olfactifs qui t'ont donné envie justement de développer un jour une maison de haute parfumerie ? En fait, il y a vraiment les deux dans le parfum. Il y a un côté effectivement très créatif qui parle aux émotions. Et je pense que les ingénieurs sont tout aussi capables que les autres. Mais il y a aussi un côté très technique. Et d'ailleurs, dans le métier de parfumeur, c'est vrai qu'on parle beaucoup de la partie créative, de leurs inspirations. Mais en fait, derrière, on demande aux parfumeurs d'être très techniques aussi. C'est avant tout des gens qui ont fait de la chimie, de la biologie, qui comprennent, qui savent
savent déjà sentir toutes les matières premières, qui comprennent leur interaction, qui vont comprendre l'alchimie, qui vont comprendre la stabilité. Donc il y a énormément de techniques, d'innovation et de science derrière un parfum. Donc c'est vraiment, je trouve, le rendez-vous des deux aspects, en tout cas qui, moi, me passionnait. Et par contre, ce qu'on avait un peu perdu, c'est justement ce côté innovation vis-à-vis des clients. Donc, il y a des catégories de produits en beauté, comme le skincare, par exemple, qui sont vraiment des catégories fonctionnelles. Donc, on va expliquer aux clients d'un point de vue innovation ce que la crème de jour va faire, pourquoi, le bénéfice et les ingrédients qui sont utilisés pour arriver à ce bénéfice. Le discours parfum était vraiment dans le rêve et l'émotion. Et nous, on a voulu ramener cette touche d'innovation justement dans le parfum. Et puis aller aussi dans les coulisses de la parfumerie et raconter toutes ces histoires qui sont plus de l'ordre de la bioscience, de la technologie et qui sont tout aussi passionnantes que l'émotion qu'un parfum peut créer. Est-ce que tu as un premier souvenir olfactif qui t'a marqué durant ton enfance? Alors, je suis née aux États-Unis. J'ai passé quelques années là-bas, bébé, donc je ne m'en rappelle pas, mais j'ai vraiment toujours adoré le sirop d'érable. Et c'est vrai que c'est devenu une addiction. Et c'est quelque chose que j'aurais probablement pas connu en France, mais là-bas, c'était un classique du petit déjeuner. Ouais. Et c'est vrai que cette odeur, pour moi, c'est un peu ma Madeleine de Proust. Oui, tout à fait. Avant de lancer Ex Nihilo, tu es passé par Givaudan également. Et puis ensuite, il me semble que tu as lancé également une autre société avant Ex Nihilo. Est-ce que c'était dans le parfum aussi? Alors déjà, Givaudan, c'est vrai que peut-être que les personnes ne connaissent pas, donc c'est un très grand parfumeur. Peut-être que tu peux expliquer un peu l'activité justement de Givaudan. Absolument. Donc, Givaudan, c'est une société qui a grandi au fil du temps, qui est une multinationale, qui fait à peu près 5 milliards de chiffre d'affaires. C'est une société qui fait la création et la production de parfums, mais également d'arômes. Donc, les parfums, ça va être la parfumerie fine dont on parle aujourd'hui, mais également tous les parfums qu'on peut retrouver en grande consommation. Donc, dans les shampoings, les gels douches, les déodorants, qui est la plus grosse partie de leur business parfum, évidemment, notamment les lessives, qui sont un business énorme dans le monde. Et puis, la partie arôme, qui est un peu plus de la moitié de leur chiffre d'affaires, qui va être dans tout l'alimentaire que l'on trouve en grande surface. Donc, c'est des gens avec qui nous, on travaille aujourd'hui. C'est des gens qui ont des équipes de parfumeurs en interne et avec qui on va travailler la partie créative, l'élaboration créative du parfum. Et ensuite, ils vont produire ce qu'on appelle l'essence du parfum et nous allons produire le produit final, le mélange avec l'alcool, l'eau et des additifs. Et alors, tu restes combien de temps chez Givaudan ? Je suis restée 4 ans chez eux. J'ai travaillé avant presque 2 ans en tant que consultante, donc on va dire en tout 6 ans. Donc, tu as commencé ta carrière en cabinet de conseil en strat, c'est ça ? Absolument. Chez McKinsey, c'est ça ? Et ensuite, tu es allée chez Givaudan 4-5 ans, c'est ça ? Et ensuite, tu t'es dit, je monte ma boîte, ma première boîte. Qui était dans le parfum aussi ? Donc non, la première idée, c'était dans la mode. D'accord. Donc une idée complètement différente où on était déjà avec Olivier et Benoît, mais on avait suivi un directeur artistique pour une aventure dans la mode homme. Qui s'est soldée assez rapidement en fait. Au bout d'1 an, on ne croyait pas tellement l'histoire. Je ne pense pas non plus en cette personne-là qui était directeur artistique. Et donc, tous les trois, avec Olivier et Benoît, on s'est vraiment trouvés à la fois dans la complémentarité, dans nos caractères. On a vécu une fin d'histoire, même si elle était assez courte, assez douloureuse. Bien sûr, et je pense que c'est dans ces moments difficiles qu'on voit aussi le caractère des gens, comment chacun se positionne, se comporte vis-à-vis des autres. Et je pense que ça nous a mis très en confiance
pour créer quelque chose ensemble. Et donc, on a décidé de rebondir, ce qui n'était pas forcément un choix facile à ce moment-là, parce que on bénéficiait du chômage, mais les droits arrivaient rapidement à la fin. Et c'est vrai que voilà, c'est un pari quand même qu'on fait sur l'avenir. Les sociétés ne sont pas forcément tout de suite rentables. On était 3, donc c'est difficile de se payer aussi 3 personnes sur une société. Mais voilà, on avait, je pense, en tout cas, une envie commune à ce moment-là d'entrepreneuriat. Je trouve que c'est vraiment une super leçon parce que il y a beaucoup d'entrepreneurs qui nous écoutent aussi. C'est vrai que l'entrepreneuriat, c'est jalonné de sommets, mais également, on va dire, d'abysses et d'échecs. Et il faut savoir se relever, il faut continuer. Et voilà. Et en effet, toi, tu as eu cet échec, mais tu as trouvé quelque chose de super positif dans cet échec, c'est la rencontre avec tes 2 autres associés. Et vous avez décidé, en fait, de remonter ensemble. Et alors, comme tu dis, c'est vrai que l'État français est toujours très critiqué, mais on peut dire que France Travail est le premier financeur, quand même, je tiens à dire, des entrepreneurs, parce que moi aussi, quand j'ai relancé Vévert, j'étais très contente en fait de pouvoir avoir le chômage pour m'accompagner en fait et m'aider en tout cas à me rémunérer dans le cadre en effet des premières années. Donc ensuite t'es plus payé, voilà. Donc en fait, il faut être rentable super rapidement. Tu crées Ex Nihilo. Là, c'est un apport en fonds propres ou tu lèves de l'argent quand même au départ? Alors, on a un ami qui est investisseur depuis le premier jour, donc c'est lui qui a financé l'histoire. D'accord. La parfumerie, donc tu connais bien puisque tu avais travaillé avant chez Givaudan. Qu'est-ce qui t'a vraiment motivé, sachant que c'était quand même hyper risqué? Parce que vous n'êtes pas les seuls, et on l'a dit tout à l'heure, il y a des marques colossales avec des moyens financiers très importants qui sont là, que tu as quand même le sujet de la notoriété de la marque, de la com qui est super importante. Et donc, il faut quand même avoir des moyens financiers au départ. Tu n'avais pas de nez, entre guillemets, star non plus. Hein. Et donc, comment tu t'es dit, je me lance et je vais arriver à proposer quelque chose de différent par rapport à ce qui existait? Justement, ce côté un peu ingénieur que tu expliques tout à l'heure avec cette innovation que tu vas apporter, et notamment Osmologue que tu as créé. Si tu peux nous en parler. Absolument. Alors, c'est toujours plus facile de refaire l'histoire après coup. La réalité, je pense comme beaucoup d'entrepreneurs, c'est qu'à l'époque, on naviguait un peu à vue. Et que toutes les business plans et stratégies, quand on revoit ce qu'on se disait à l'époque, ont été adaptés au fil du temps. On a beaucoup appris en faisant. Et évidemment, mais comme beaucoup de segments, de catégories, on est David contre Goliath. Je veux dire, on est face à des grands groupes de luxe qui ont déjà un pouvoir énorme en retail notamment, en termes de communication, qui sont omniprésents avec des marques très fortes. Et donc, nous, on est un peu les petits-enfants turbulents dans ce milieu de grands. Ensuite, ce qui s'est passé, c'est qu'effectivement, il faut arriver à quelque chose de différent. Si on se bat avec les mêmes armes que Goliath, il y a quand même assez peu de chances qu'on gagne. Donc, l'offre doit être différente et le service surtout, et nous, on axait beaucoup notre histoire sur le service, doit être également différent. Et donc, un des paris qu'on a fait au départ, et qui était un pari coûteux, donc toutes les marques n'ont pas pu le faire, c'était d'ouvrir tout de suite une boutique en propre afin déjà de créer un univers qui soit celui d'Ex Nihilo, et également d'avoir ce fameux service de personnalisation, d'avoir cette machine dont on parlera qui s'appelle l'Osmologue et qui permet vraiment de donner un service différenciant, et puis d'avoir aussi sa propre équipe extrêmement bien formée et qui va servir les clients avec tout l'art et le savoir-faire de la haute parfumerie. Et
Et tout ça, c'est vrai que c'est relativement difficile de l'exprimer soit en grand magasin, que tu connais bien, soit dans des multimarques, parce qu'on n'a pas l'univers, on n'a pas forcément l'environnement qu'il faut. Et on l'a vu, nous d'ailleurs, par la suite, quand on a voulu se développer à l'international, c'était très difficile de répliquer ce concept dans des magasins multimarques. Et donc justement, aujourd'hui, en termes de répartition du chiffre d'affaires entre ce qu'on appelle le retail, donc où tu as accès direct aux clients, donc tes stocks, ton équipe et tout, et la partie wholesale, donc, qui est distribution, où c'est via des revendeurs, et donc c'est pas ton propre staff commercial, ça se répartit combien à peu près en termes de volume? Alors, nous, dans le wholesale, on a une partie, on a nos propres équipes. Vous avez vos propres équipes. Donc voilà. C'est du retail en fait, quoi. C'est du retail. C'est du quasi-retail. Donc, si on inclut tous ces magasins, on a nos propres équipes. Ouais. On a à peu près 40% qui vont être gérés en direct par nous. Après, si on parle purement de boutiques, comme on a rue Saint-Honoré, ça représente moins de 20% de notre chiffre d'affaires mondial. Ouais. Donc, c'est une relativement petite partie aujourd'hui. Et plus on s'étend à l'international, et plus ce chiffre diminue aujourd'hui. Bien sûr. Et donc, tu lances ton premier magasin. Il était situé où, ton premier magasin? Rue Saint-Honoré, au 352. Ça reste aujourd'hui notre boutique. En 2013 2014 Décembre 2013. Donc, il n'y a pas encore de crise ou non, ça allait encore là en 2013. Globalement, ça allait. Enfin, le luxe se portait bien au global. Beaucoup de gens venaient à Paris. Globalement, ça. Et Osmologue, donc si tu peux nous en parler, tu le crées dès le départ en fait, dès 2013 en fait. Absolument. Alors l'Osmologue, donc l'idée c'était vraiment d'aller dans les coulisses de la haute parfumerie et de pouvoir montrer et donner aux clients tout le service qu'on a dans les maisons de parfumerie. Et donc, cet osmologue va permettre de faire le mélange de différentes matières premières et donc pour nous de proposer un service de personnalisation du parfum. Alors, c'est vrai que dans le parfum, on entend beaucoup de marques revendiquées qui personnalisent. Donc, tout le monde utilise ce mot à tout va. Certains personnalisent la bouteille, d'autres personnalisent le packaging. Enfin, il y a très peu de gens, finalement, qui personnalisent personne, en fait, à part nous. Et l'essence même du parfum, quoi. Exactement. Et donc, moi, typiquement, je suis une cliente. Voilà, j'arrive demain chez toi, j'ai aucune idée de ce que je veux et tout. Comment est-ce que je vais traquer? Je dis voilà, je veux quelque chose de différent, mais je veux quelque chose en effet de très personnalisé, mais je veux que ça sente bon parce que j'imagine que dans les mix que vous proposez, les compositions, bien évidemment, il y a des choses que vous proposez pas parce que ça ne va pas. Il y a un nez derrière tout ça. Exactement. Comment je vais être reçue alors ça commence toujours par une consultation. Donc l'idée de la consultation, c'est déjà de savoir pourquoi vous venez. C'est pour vous, pour quelqu'un d'autre. Qu'est-ce que vous cherchez dans le parfum, et puis comprendre après vos préférences olfactives. Donc il y a un dialogue, mais il y a aussi la possibilité de sentir différentes matières et puis évidemment de sentir des parfums pour comprendre. C'est très important de faire sentir et réagir les personnes parce qu'on a souvent un décalage entre ce que les gens pensent aimer ou pas aimer olfactivement et la réalité. Des gens peuvent dire par exemple ah bon, moi j'aime pas du tout la rose, et puis en fait ils portent des parfums dans lesquels il y a de la rose. Donc il faut pas toujours prendre au pied de la lettre ce que les gens disent ou pensent, mais par contre les faire réagir. Et je pense que la clé de ces consultations, c'est vraiment que les gens se sentent suffisamment à l'aise pour dialoguer et pour s'ouvrir et réussir à mettre des mots sur leurs émotions. Et c'est en ça aussi que la boutique et cet environnement qui va être très feutré, très intimiste, va aider à la consultation, à l'inverse de grands magasins comme les Galeries Lafayette, où il y a vraiment beaucoup trop d'activités et de flux pour que ce moment d'intimité se crée. Ouais. Et au bout de combien de temps est-ce que vous êtes rentable ? Assez rapidement. Alors au départ, on a eu que la boutique pendant 1 an. On a ouvert notre 2e point de vente chez Harrods à peu près 1 an plus tard. Donc dès la 2e année, on a réussi à rentabiliser la société. Donc c'était relativement récent. Après... voilà, on a aussi fait des compromis sur nos salaires, évidemment.
Mais c'est si le développement se fait de manière relativement constante, et on a eu la chance d'avoir des partenaires qui nous ont fait confiance très tôt, comme à Rhodes ou Bergdorf Goodman à New York. On est sur une catégorie de produits, à l'instar du luxe, qui a des marges relativement confortables et donc qui permet d'amortir pas mal de coûts fixes. Et donc justement, si on essaie de comprendre un peu le business model du parfum, est-ce que tu peux un peu nous expliquer, donc il y a déjà ce qui est internalisé chez vous et ce qui est externalisé, comment vous travaillez avec les nez, tout ce qui est process de R&D également, parce que finalement les coûts de matière, c'est très faible. C'est plutôt, on va dire, le packaging qui va coûter plus cher, mais il y a toute une partie R&D quand même qui est très importante et qui demande des investissements assez significatifs, non ? Absolument. Alors, la R&D vraiment sur les matières, ça va être typiquement un acteur comme Givaudan qui le fait. Donc, eux, ils vont développer des matières, ce qu'on appelle des captifs, par exemple, qui vont être des matières spécifiques, qui peuvent être de la biochimie, par exemple. Donc, ils continuent à développer des synthétiques qui n'existent pas. Et ça, c'est de la vraie R&D. Ça prend des années. Il faut faire des process d'industrialisation. Toute cette R&D-là est faite chez Givaudan. Donc Givaudan, on va travailler avec leur équipe de parfumeurs. Nous on n'a pas de parfumeurs en interne. Donc tu leur donnes un cahier des charges. Exactement. Alors, on appelle ça un brief créatif. Donc, l'idée, c'est vraiment de les embarquer dans une histoire, de nous faire rêver le parfumeur pour qu'il puisse nous faire rêver, lui, olfactivement. Donc, on commence toujours par un brief avec le parfumeur qui peut être très imagé, qui n'est pas forcément très directionnel en termes olfactifs. L'idée, c'est plutôt de donner un cadre, de donner l'inspiration, parfois le nom du parfum. On essaie de faire des petits films aussi qui donnent un univers. Et puis ensuite, c'est un échange avec le parfumeur. Donc, il va nous proposer un certain nombre de directions olfactives. Et puis, au fil du temps, on va affiner, sélectionner et arriver à un parfum que l'on souhaite lancer. Et c'est combien de temps à peu près le process ? Ça peut durer, c'est à minima 4-5 mois. Ouais. C'est un peu le minimum, on va dire, de temps qu'il faut pour laisser de la place à la créativité. Et ça peut durer plusieurs années. Aujourd'hui, vous proposez combien de familles, on va dire, de parfums, quoi. J'imagine que tu as... Et puis ensuite, tu as des déclinaisons. Vous avez combien de parfums ? Alors, on a 5 collections, effectivement. 5 collections de parfums. On a à peu près 25 parfums aujourd'hui dans l'ensemble de ces collections. Et puis, on a quelques produits annexes, notamment ce que vous voyez là, des crèmes pour les mains. Par exemple, on va avoir des gels douche, des laits corps et également des mistes pour les cheveux. Donc toujours des produits parfumés. On part en général de l'eau de parfum pour décliner les produits sur d'autres catégories. Et on a pour la maison des bougies. Voilà, donc c'est à peu près l'univers que l'on vous avez couvre. Des bougies aussi ? Absolument. Ouais. Pour reprendre, donc aujourd'hui tu fais à peu près 100 millions d'euros de chiffre d'affaires retail. Tu t'es lancé en 2013, donc il y a 12 ans, c'est juste impressionnant. Quels sont les principaux jalons de développement de la marque ? Quand est-ce que tu as atteint tes 5 millions d'euros de chiffre d'affaires ? Comment est-ce que tu t'es développé et est-ce que tu as eu des rencontres déterminantes, des signatures avec des points de vente également qui ont été déterminants, qui ont aidé à faire exploser la marque ? Parce que 100 millions en 13 ans, c'est juste exceptionnel. C'est-à-dire que si aujourd'hui tu présentes, je pense, un BP comme ça, from scratch, un fonds d'investissement, il te dit mais t'as fumé quoi, t'es hyper ambitieux, mais quoi, tu rêves. Donc, comment est-ce que vous y êtes parvenu en fait ? Alors heureusement les BP sont pas sur 12 ans. Déjà à 5 ans, on se trompe. Mais déjà sur 5 ans, au bout de 5 ans, vous faisiez combien ? Alors déjà pour répondre à ta première question, l'accélération est vraiment très très forte depuis les 2 dernières années. D'accord. Okay. Donc il y a quand même un travail, on va dire étape par étape, qui est
relativement long. Il y a eu des jalons importants, c'est sûr. Je pense que le pari pour nous d'ouvrir ce flagship rue Saint-Honoré, c'était un pari coûteux, mais qui a été un pari gagnant. Une des raisons, c'est que la plupart des acheteurs viennent à Paris pour les Fashion Week. Donc les acheteurs assez haut placés dans les grands magasins vont couvrir mode et beauté. À chaque fois qu'ils viennent, les agences de presse vont leur faire découvrir les nouveautés à Paris. La réalité, c'est qu'il n'y a pas non plus des nouveautés tous les jours. Donc quand on a ouvert la boutique, tous les acheteurs sont passés, vivent l'expérience. Et c'est vrai que ça a été une révélation pour eux. C'est des choses qu'ils n'avaient pas vues avant. Ils ont vu un univers de marque, donc ils le projettent tout à fait chez eux. Ils ont vécu une expérience qu'ils n'avaient pas chez eux, et donc ils sont rentrés dans leur grand magasin en se disant, cette marque, je la veux. On est aussi arrivé à un moment donné où il y a eu clairement une prise de pouvoir de Sephora qui était très forte dans le monde, qui a challengé les grands magasins sur l'univers de la beauté de manière générale, beaucoup sur le maquillage au départ, mais sur les autres catégories ensuite aussi. Et de fait, les grands magasins ont eu ce besoin de changer la donne, de se différencier, d'apporter quelque chose de nouveau. Sephora était très fort d'ailleurs sur les marques exclusives, donc c'est la première étape que les grands magasins ont essayé de faire, c'est de sécuriser des marques en exclusivité que Sephora n'aurait pas, et puis de monter en gamme, c'est-à-dire d'apporter plus de services et un niveau de prix également plus élevé. Et en parallèle de sortir toutes ces marques qui existaient par ailleurs chez Sephora à des niveaux de prix plutôt prestige. Donc c'est vrai qu'on est arrivé aussi à un bon moment pour les grands magasins. Pour nous, l'étape suivante qui vraiment nous a enclenché sur notre désirabilité, en tout cas d'un point de vue commercial, c'était de signer avec Harrods. On a eu la chance d'ouvrir une boutique chez Harrods, ce qui même pour eux n'avait jamais été fait avec une marque inconnue, puisqu'on était totalement inconnus à ce moment-là. Harrods n'a jamais été connu pour être un dénicheur de marques. C'est des gens qui sont plutôt traditionnels. Voilà, qui veulent des marques installées, des marques sûr. qui sont capables de délivrer le chiffre d'affaires au mètre carré, des marques de luxe, mais des marques qui sont puissantes. Donc, c'était assez atypique pour eux de proposer à une marque comme nous, mais à l'instar des autres grands magasins, ils avaient besoin de nouveautés, d'exclusivité et de services, surtout ce qu'on proposait était proposé par personne d'autre. Et puis, les États-Unis, Bergdorf Goodman, qui nous a également offert un shop-in-shop pour lancer la marque aux États-Unis et qui a du coup été un révélateur pour l'ensemble des acteurs américains qui rapidement est venu toquer à notre porte et nous a voulu. Donc c'est vrai que ces deux acteurs-là nous ont permis d'être désirés et à partir de là, on a eu des demandes plutôt qu'aller chercher des clients, ce qui est évidemment très confortable d'un point de vue commercial. Et donc ça souligne aussi l'importance de bien choisir son premier distributeur. En effet, comme tu dis, tu étais chez Bergdorf, qui est genre le distributeur à New York, où en tout cas il faut être. Et donc forcément, après, ça t'ouvre beaucoup de portes. Alors, c'est important de souligner ça parce que c'est vrai qu'on a dit beaucoup non. Et même à Bergdorf, on leur a dit 4 ou 5 fois non avant de dire oui. Et honnêtement, quand on ne se paye pas, qu'on a pas de business, qu'on a des coûts fixes, dire non à des retailers comme ça, c'est difficile. Donc, il y a quand même eu cette étape où on a douté beaucoup. On s'est demandé à quel moment on devait accepter ou pas. Et je pense que le fait qu'on soit très ferme sur l'idée qu'on souhaitait rentrer dans ces grands magasins par la grande porte et proposer l'intégralité du service avec l'osmologue et ne pas être présenté sur une petite étagère comme tout le monde avec quelques produits, ça les a aussi confortés sur l'idée qu'on était sérieux et qu'on voulait apporter quelque chose de différent. Mais c'était pas facile et honnêtement, c'est plus facile à raconter après coup. Bien sûr. Mais quand on est dans ces moments où on a envie d'exposer la marque, dire non à des gens comme ça, c'est pas facile. Mais surtout qu'en plus, ça coûte quand même très cher. Déjà, ils te prennent une grosse partie, je pense, en marge. Je pense pas qu'ils payent tout de suite, quoi. Il y a le besoin en fonds de roulement et tout. Et puis, comme toi, tu voulais vraiment proposer une vraie expérience, à mon avis, c'est toi
qui a pour partie financé ça aussi. Alors, dans tous ces magasins, c'est les marques qui payent l'intégralité des counters, du CAPEX. Donc, c'est un pari, quoi, quand même. Et puis, on paye les équipes Bien également. sûr, tu payes les équipes, quoi. Et ensuite, on leur verse une commission sur les ventes. Et en plus, donc les coûts fixes sont pour nous. Il faut du volume, quoi. Il faut beaucoup de volume et des marges donc super élevées aussi pour pouvoir couvrir tout ça. Comment est-ce que tu mesures le succès d'un... En tout cas, qu'il va y avoir un succès auprès d'un parfum. Tu lances ton parfum et puis est-ce qu'il y a quelque chose qui te fait dire ça va cartonner là sur tes 5 collections et tes 25 parfums? Est-ce qu'il y en a eu plusieurs comme ça où tu t'es dit tiens, il y a un truc qui se passe? On le voit assez vite. Alors, c'est peut-être pas aussi rapide qu'un film, mais on voit assez rapidement l'attraction d'un parfum. Donc déjà parce qu'aujourd'hui, on lance à l'international à une date précise. Donc on voit rapidement le retour marché par marché. Et puis, on a également des retours d'experts en amont qui vont nous permettre un peu de nous positionner sur le parfum. Ensuite, il y a des parfums qui, dans le temps, vont accélérer. Et là, il y a à la fois un travail de la marque où on va repousser les parfums, on va les travailler, on va faire des animations, des événements, des collaborations, mais il y a aussi des coups de chance. Nous, on a eu par exemple Hailey Bieber qui a parlé un jour de fleurs narcotiques. Voilà, elle l'a fait de manière complètement spontanée, naturelle. Spontanée. On est en train de lancer Blue Talisman Extrait que je vous ai mis là, on pourra le sentir ensemble tout à l'heure. Travis Kelce en a parlé il y a 2 semaines. Il se trouve que tout le monde parle de lui en ce moment parce qu'il va se marier avec Taylor Swift et on n'a aucune idée comment il a eu ce parfum entre les mains. Donc tout le monde se dit que c'est parachuté et qu'on l'a payé parce que ça tombe pile au moment du lancement. Mais c'est pas le cas. Donc voilà, il y a aussi quelques coups de chance dont on peut bénéficier. Mais en général, on voit assez vite l'attraction d'un parfum. La plupart des parfums, et c'est bizarre à dire parce qu'il y a des différences olfactives très fortes d'une région à l'autre, mais en général, un best-seller est un best-seller partout. Oui, il y a pas. C'était ma prochaine question. Il y a pas. Tu vois pas de différence forcément entre les différentes régions? Il y a des différences olfactives dans les parfums qui viennent un peu après, qui sont pas forcément nos best. On voit des différences d'une région à l'autre. Plaît à tout le monde. Ouais. Et en fait, quand on regarde chez nos concurrents, le numéro 1 chez chaque concurrent est numéro 1 dans tous les pays. Ouais. C'est intéressant parce que c'est pas forcément le cas en joaillerie. Où par exemple tout ce qui est Mira et tout c'est très floral, ce qui n'est pas forcément le cas en fait dans les autres pays. Et aujourd'hui tes 2 best-sellers, donc c'est Blue Talisman. Absolument, Blue Talisman et Fleurs Narcotiques. Alors Fleurs Narcotiques, c'est un parfum qu'on a lancé en 2013 à l'ouverture de la boutique. Donc c'est vraiment lui qui nous a porté pendant des années et qui a été notre icône pendant 10 ans. Et puis Blue Talisman, c'est un parfum qu'on a lancé pour célébrer nos 10 ans. Donc, il a eu le droit à un pack spécifique, une bouteille décorée aux couleurs de la marque. Donc, c'est le bleu majorel, bleu Klein. Et puis, celui-là, c'est la version extrait qu'on vient de sortir. Donc, 2 ans plus tard, de Blue Talisman, qui est une version plus intense, plus concentrée. Magnifique. Ça fait envie. Aujourd'hui, vous êtes présent dans combien de pays et combien de points de vente ? Alors, on a environ 600 points de vente dans 28 pays. Ouais, pas mal. Et tu disais qu'il y avait une grosse accélération ces dernières années. J'ai vu que vous aviez levé des fonds il y a combien de temps maintenant ? 1 an et demi. 1 an et demi. Est-ce que c'est un peu lié aussi à la levée de fonds ? Alors, 25 millions d'euros quand même auprès d'Eurazeo Brands. J'imagine que vous avez toujours la majorité ou pas ? Absolument. Voilà. Donc bon, c'est pas mal. C'était un investissement minoritaire. Voilà. Et donc ça, vous avez ouvert le capital pour accélérer justement le développement. C'est quoi vos projets justement ? Alors quand c'est ça, mais quand t'as levé, ça faisait 50 millions, je me souviens. Et aujourd'hui, ça fait 100 millions alors. Ouais. Fois 2. Ouais, on a doublé en moins de 2 ans.
Alors, j'aimerais bien leur attribuer le succès, mais je pense que c'est pas forcément corrélé. Ils doivent être contents. Ils sont très contents. Ils ont beaucoup aidé sur certains aspects. Après, l'objectif d'un fonds, c'est pas de rentrer dans l'opérationnel, c'est plutôt d'essayer de mettre les bonnes choses en place pour construire la marque et justement qu'on soit prêt en cas d'accélération. Donc avec eux, on a surtout travaillé deux aspects. Un aspect qui est financier, donc vraiment structurer la société financièrement pour être à même d'accélérer en termes de personnes, en termes d'outils, en termes de reporting. C'est vrai qu'on était très léger et je pense que du fait de quand les choses se passent bien, qu'on a du cash et que ça tourne, c'est toujours des choses. Faut prioriser son temps, donc on n'avait pas forcément bien structuré ça. Donc ça crée quand même des bases assez solides pour la suite. Et puis le deuxième aspect sur lequel ils ont vraiment insisté, c'est le staffing de personnes seniors dans l'équipe. Donc c'est vrai qu'on était jusque-là encore ce trio qui portait vraiment la société sur tous les aspects. Et donc, on a recruté depuis des personnes qui sont juste en dessous de nous, qui créent une sorte de COMEX, qui sont suffisamment seniors pour prendre le relais sur la plupart des sujets opérationnels et du coup, nous libérer aussi un peu de temps pour avoir une vision plus long terme. C'est ça qui est intéressant, c'est que justement, donc, toi, tu as toujours été CEO de Ex Nihilo et tu as certains CEO qui sont des super bons CEO de start-up, tu vois, même jusqu'à 5-10 millions d'euros. Arriver à être une super CEO de 1 million d'euros à 100 millions d'euros, c'est admirable. Tu peux un peu nous expliquer justement l'évolution de ton rôle et de ta fonction par rapport au début et aujourd'hui, justement, en quoi ça consiste, justement, entre guillemets, ton job et comment est-ce que tu répartis, comment vous répartissez les rôles avec les autres associés, tes deux autres associés? Alors, moi, j'ai envie de dire c'est beaucoup plus facile pour moi aujourd'hui qu'à l'époque. Donc, on a vraiment trois périmètres très distincts. Tu connais bien mes associés, donc on a des personnalités très différentes et on va dire des forces très, très distinctes aussi. Donc, Benoît, lui, vient du monde du marketing. Il a travaillé à la fois dans la beauté et dans la mode, donc il connaît très bien ces secteurs du luxe. Et lui va être vraiment notre directeur artistique. Il va être en charge de toute la partie créative et de la partie marketing et communication du groupe. Olivier, lui, il vient du monde de la banque, donc il a fait à la fois du corporate et du retail. Et donc, c'est quelqu'un qui est absolument excellent sur toute la partie QE. Il est très très bon avec les gens, il va embarquer des équipes émotionnelles, exactement. Il est vraiment humainement incroyable, donc il œuvre beaucoup sur cette dynamique de groupe et puis il va s'occuper de toute la partie opération, finance, donc toute la partie vraiment backbone de l'entreprise. Et moi, je vais être plutôt sur la partie stratégique et développement commercial de la société. Donc entre nos débuts et aujourd'hui j'ai une vraie équipe commerciale qui va gérer les clients. J'ai plus aucun client en direct. Déjà ça change beaucoup. Du coup ça permet également un peu d'avoir ces différents niveaux. C'est-à-dire que j'interviens maintenant avec des clients soit pour avoir le bon rôle, donc vraiment avoir les bons moments, créer la relation sur le long terme, des événements également, soit quand il y a vraiment un moment de blocage, on se dit ok, on remonte d'un niveau. Et honnêtement, sur les négociations, ça aide énormément parce qu'avant, on était au niveau où ils savaient que je pouvais prendre la décision. Donc, c'est quand même très difficile de négocier quand il n'y a pas d'échelon au-dessus. Et aujourd'hui, on arrive à créer un peu ces échelons qui permettent d'aller plus loin dans les négociations. Donc, c'est beaucoup plus confortable. Et puis, ça permet aussi d'avoir une dynamique beaucoup plus forte avec nos clients, une présence beaucoup plus forte. Et c'est quoi pour toi être un bon CEO, un bon CEO ou une bonne CEO? Alors, déjà, c'est avoir une vision et réussir à la communiquer, à embarquer les gens sur cette vision.
Aujourd'hui, la société grandit. Je pense que tous les gens qui sont au siège, c'est relativement facile, parce que c'est des gens qu'on côtoie au quotidien, et donc qui sont quelque part plus faciles à embarquer. Tu peux juste nous rappeler combien de collaborateurs Aujourd'hui, on est à la fin d'année, on va être 120. Donc, on est un peu moins de 100. Et voilà, on va finir l'année à 120 personnes dans le monde. Mais il y a 1 an et demi, quand tu as levé, vous étiez combien ? On était 60. Voilà, donc ça a doublé, quoi. Ouais. Donc ça, il faut intégrer la culture d'entreprise, il faut embarquer les gens, quoi. Et donc, ce que je trouve le plus difficile aujourd'hui, c'est d'embarquer nos filiales. Donc, on a notamment toute une équipe aux États-Unis qui est un axe prioritaire pour nous. Et il faut s'assurer que l'ensemble de l'équipe se sente investi de cette mission, comprenne clairement la stratégie et voilà, réussir à les embarquer aussi bien que l'équipe du siège. Et après, moi, mon rôle, c'est aussi s'assurer que l'ensemble des équipes travaillent sur les bons sujets. On est à un niveau de développement où on peut se perdre très rapidement sur plein de choses opérationnelles qui ont une valeur ajoutée assez faible. Et je pense que notre rôle à tous les trois, pas que moi, c'est vraiment de s'assurer que chacune de nos équipes se concentre sur les priorités et de leur rappeler que toutes les choses qui peuvent occuper votre journée et qui n'ont pas de valeur ajoutée importante pour la marque doivent passer derrière. Donc aujourd'hui, on a vraiment ce rôle, je trouve, de priorisation pour les équipes. Pour s'assurer qu'on passe notre temps sur les bonnes problématiques. Alors Sylvie, tu es une jeune maman. Absolument, enfin jeune, pas si jeune que ça. Tu es une jeune maman. Donc tu as un petit garçon qui a 1 an maintenant, un petit bébé, ça. Trop chou. Comment est-ce que tu penses que c'est plus facile de l'avoir eu maintenant, tu vois, avec finalement, c'est vrai que la boîte était super établie, ton rôle aussi super établi, plus facile maintenant de l'avoir eu maintenant que si ça avait été par exemple il y a 10 ans. Et comment est-ce que tu gères ça justement entre ta responsabilité qui est hyper importante et puis le fait quand même que voilà, tu sois jeune maman et tu veux quand même t'occuper de ton bébé et tout. Comment tu fais pour gérer les deux ? Alors, moi, je trouve que c'est un luxe. J'admire les mamans qui ont eu des enfants plus jeunes. Quand je me projette sur la vie que j'avais, notamment chez McKinsey, je ne sais pas comment j'aurais fait. Enfin, je vois pas du tout, avec le temps que je passais au travail et à voyager, comment j'aurais pu gérer une vie de famille. Donc, c'est sûr que la vie que j'ai aujourd'hui est beaucoup plus confortable. Et puis, comme tu l'as dit, les début d'année d'entrepreneuriat, c'est pas facile non plus. Je pense que c'est beaucoup d'arbitrage, d'avoir un bébé à ce moment-là, de pas avoir de sécurité financière. C'est des moments aussi où il faut s'investir énormément pour s'assurer que la société avance. Donc aujourd'hui, je trouve ça très confortable dans ma situation d'avoir un bébé. Et clairement, pour moi, c'est la priorité. Enfin, et je le dis de manière très ouverte à mon investisseur. Mais si je dois annuler un voyage pour lui, je l'annulerai et il passe avant tout. Voilà. Maintenant, quand les choses se passent bien, évidemment, je passe beaucoup de temps pour la société. Ok, super. Donc, tu arrives bien à avoir cette double casquette, tu arrives bien à t'organiser, mais c'est aussi parce que tu as prouvé tellement de choses que je pense aussi que c'est plus facile, comme tu disais. Je pense que c'est plutôt la maturité de la société et les équipes qu'on a en dessous de nous. Super équipes. C'est beaucoup plus facile quand on commence à être structuré et avec des gens qui gèrent le day-to-day, en fait, l'opérationnel, que quand on était beaucoup plus petit ou si nous, on ne faisait pas, il ne se passait rien. Il n'y avait rien qui se passait. Et quelle est la plus grande difficulté que tu aies pu rencontrer dans l'aventure Ex-Nihilo ? Et comment tu es parvenue à la surmonter si tu en as rencontré une ? Alors nous, ça a été le Covid. Enfin, bien sûr. C'était vraiment un arrêt brutal. On a eu un mois entier avec 0 chiffre d'affaires dans le monde.
Tout le monde était chez soi. Enfin, il y a une rupture complète de la dynamique d'équipe également. Très difficile de communiquer puisqu'on ne savait pas du tout où on allait. Enfin, pour nous, et je crois, au sein des équipes, ce qui a été le plus dur, c'était nos équipes retail. C'est vraiment les gens qui sont en magasin, sur le floor et qui, eux, se nourrissent de cette activité vraiment du contact des gens. Et ça a été très dur émotionnellement pour toutes ces équipes-là. Déjà de ne pas savoir s'ils allaient retrouver un travail et puis ce manque d'énergie en fait au quotidien. Donc ça a été un moment très anxiogène parce qu'honnêtement on n'était pas si gros que ça à cette époque-là et comme tout le monde on ne savait pas du tout comment ça allait évoluer, combien de temps et puis le cash est ce qu'il est, on a des stocks, on doit quand même garder les équipes parce que si ça repart, donc il y avait cet arbitrage aussi de se dire combien de temps. Donc, en France, on avait beaucoup d'accompagnement, mais il y a d'autres pays dans le monde, notamment aux États-Unis, où on n'avait pas du tout d'accompagnement. Donc il fallait faire des choix qui étaient à la fois humainement très difficiles puis financièrement aussi. Donc ça a été un moment très très difficile. Et donc ça a duré combien de temps alors? Parce que tu as eu... Honnêtement, toute l'année 2020 a été très mauvaise pour nous. Donc on a eu 2 mois exécrables où on avait pendant 1 mois absolument tous les points de vente étaient fermés. Après, quelques points de vente ont commencé à réouvrir, notamment en Asie parce qu'ils ont connu la crise avant. Mais globalement, sur toute l'année 2020, en plus il y a eu des ouvertures et refermetures. Donc les grands magasins étaient toujours les premiers touchés. Bien sûr. Donc on a navigué à vue pendant presque 1 an. Et tu as fait un peu de online quand même, de vente online ou pas trop? On a essayé, mais on était. La réalité, c'est que nous, on n'était vraiment pas puissants à ce moment-là online. Et certaines marques ont réagi assez vite et ont mis des gros moyens online. Nous, on n'a pas du tout réussi à compenser sur le digital. Donc là, heureusement, vous aviez un peu de cash pour finalement financer cette période hyper incertaine. Mais comme tu dis, vous étiez encore un peu petit. Et puis, après 2020, c'est 2020 qui était pourri, c'est ça? Oui, 2020 Covid. Et 2021, c'est reparti. 2021, c'est reparti. Alors, c'est reparti plus vite aux États-Unis qu'en Europe. Ouais. Mais ça, je pense que c'est un peu lié à la dynamique économique globale. Et donc, ça nous a permis de retrouver, en tout cas, notre croissance historique. Ouais. Ah, super. Donc, Ex Nihilo, c'était il y a 13 ans, le début. Est-ce que tu aurais pu te dire, sincèrement, dans 13 ans, je fais 100 millions d'euros de chiffre d'affaires? J'ai levé 25 millions et je suis toujours majoritaire. Je pense qu'on n'a jamais pensé à ça. En toute simplicité. Moi, j'ai jamais pensé aussi loin. Et en tout cas, on avait envie de créer la marque de nos rêves. Je pense qu'aujourd'hui, en tout cas, on a créé quelque chose qui nous ressemble beaucoup et dont on est très fiers. Et voilà, on a envie, en tout cas, de continuer et de porter beaucoup plus loin la marque. Ce qui est joli, c'est de pouvoir aussi faire beaucoup de choses qu'on ne pouvait pas faire à l'époque. On a plus de budget, donc en termes de collaboration artistique, en termes d'événements, en termes de digital aussi. Enfin, on a vraiment passé un cap sur ce qu'on peut animer autour de la marque. Et du coup, ça rend l'histoire encore plus excitante. Ouais, c'est vraiment une success story de dingue, c'est extraordinaire. Et donc, si je te dis, dans 12 ans, on refait un podcast, toi, c'est quoi ton objectif, la mission d'Ex Nihilo là, pour les 10 prochaines années? C'est dans 10 ans, comment est-ce que tu projettes le groupe? Le rêve, c'est que quand tu demandes à une personne dans la rue qui est Ex Nihilo, la personne sache de quoi tu parles, écoute, connaisse la marque. Ce matin, encore, je parlais justement avec une cliente et je lui disais que ce soir, j'avais un podcast avec toi, fondatrice de Ex Nihilo, et elle connaissait très bien.
Donc, tu vois, voilà, je voulais te le dire. Voilà, merci beaucoup. Mais en effet, c'est qu'il y a une notoriété spontanée, en tout cas, autour de la marque. Exactement, une notoriété spontanée à l'international. Ouais. Voilà, aujourd'hui, un gros axe prioritaire pour nous, c'est les États-Unis. Ouais. C'est vrai, quand on regarde, en tout cas, le marché mondial, il y a quand même eu une décélération du luxe en Asie. Et les États-Unis fonctionnent très bien. Et il se trouve que dans les parfums haut de gamme, cette accélération est d'autant plus forte. Donc c'est vrai qu'on vit un moment assez magique et atypique aux États-Unis. Mais en Europe aussi, il se passe énormément de choses. Je pense que globalement, les gens sont de plus en plus attirés par à la fois des marques qui sont authentiques, qui racontent une histoire sincère, qui offrent un service et des produits à la hauteur du prix. Et puis ont envie également de quelque chose de plus personnel, de quelque chose qui les représente un peu mieux d'un point de vue personnalité. Et on voit beaucoup la jeune génération en fait s'intéresser à des parfums d'auteur, hein, comme on peut dire, ou des parfums de niche, même si on n'aime pas trop ce mot, en tout cas des parfums plus exclusifs, et qui deviennent de plus en plus experts sur les parfums, les matières, le savoir-faire, et qui sont très friands de connaissances. Super. Une dernière question avant de passer au fameux questionnaire sur l'audace. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à un ou une jeune entrepreneur qui souhaite se lancer dans le business du parfum? Il y en a une ici. Je pense qu'en termes de marque, en tout cas, il faut vraiment réfléchir à la différenciation que tu veux apporter sur ta marque et bien connaître le marché. Je pense que c'est important de connaître la concurrence et l'offre qu'il peut y avoir et te poser la question sincèrement si tu vas faire la différence dans cette catégorie. Après, les moyens qui vont permettre de financer ça sont tout aussi importants, mais si l'idée à la base n'est pas différenciante, tu as beau la financer, ça va difficilement prendre. Merci, super intéressant. Alors, on va terminer par le petit questionnaire de l'audace. Dis-moi, Sylvie, quelle est pour toi la définition de l'audace? Croire en ses rêves. Un livre audacieux? Les Trois Mousquetaires. Tu as lu Le Parfum de Susskind ou pas? Je l'ai lu. Je suis un peu ambivalente sur ce parfum. C'est ce logique, livre. il est quand même assez singulier ce Alors, livre. j'ai eu beaucoup de mal avec le film. Moi, j'ai pas vu le film, mais j'ai lu le livre. Voilà, j'avais lu le livre bien avant et je l'ai relu après le film. Après, moi, je conseille de lire le livre. Moi, tout dépend de l'imaginaire, mais c'est vrai que le livre transporte, je trouve, beaucoup plus dans l'imaginaire. Ensuite, c'est quand même quelqu'un de très torturé, donc on n'aspire pas à ça. Oui, on est d'accord. Un parfum audacieux? Blue Talisman. Une personnalité audacieuse? Je dirais Olivier Royer. J'aime beaucoup mon associé. Ouais. Super. Et selon toi, est-ce qu'il te reste encore une audace à accomplir ou pas? Un de tes rêves, justement, où il faut oser, que tu n'as pas encore fait? Tu fais tout, toi. Porter Ex Nihilo 1 milliard. Yeah. Vous avez entendu ça? Écoute, un grand merci, Sylvie. Franchement, Ex Nihilo 1 milliard. Un grand merci, Sylvie. Franchement, c'était passionnant. Alors, on va ouvrir les questions au public s'il y a des personnes qui veulent poser des questions à Sylvie. Ah, Eliane. J'en ai plein de questions. D'abord, merci pour nous avoir
emmené dans ce parcours et cette magnifique réussite. Et ça fait du bien d'entendre des idées qui se concrétisent. Il y a l'aspect financier, mais enfin, c'est quand même ça qui fait marcher le reste. Alors, j'ai plein de questions, mais alors, pardonnez-moi, je suis très béotienne. On parle de haute parfumerie. Je n'ai pas bien compris ce que c'était la haute. Comme il y a la haute joaillerie, c'est quoi la haute parfumerie? Deuxième question de béotienne. Dans ma compréhension de cette industrie du parfum, il y aurait deux origines de composants, des composants naturels, ce qui a fait grâce, les récoltes de roses, de fleurs fraîches, etc., qui valent très très cher, et puis une branche plus synthétique, enfin plus de laboratoire. Où vous situez-vous, et si vous êtes plus dépendant de la production de fleurs, etc., il y a une chose que je n'ai pas entendue, c'est à propos de la biodiversité. Et donc, est-ce que c'est un sujet qui vous préoccupe avec tout ce qui se passe sur le dérèglement climatique? Voilà. Mais merci d'avance pour... Alors, sur la haute parfumerie, en tout cas, notre définition à nous, ex nihilo, c'était de ne donner aucune contrainte aux parfumeurs, et notamment aucune contrainte de coût. Donc, quand on a lancé la marque, on a briefé 8 parfumeurs. Donc, on a lancé ex nihilo avec 8 parfums. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'on avait... des parfumeurs qui sortaient d'école, qui avaient 25 ans, et puis des parfumeurs très seniors qui avaient pas loin de 60 ans. Et en fait, les coûts étaient inversement proportionnels à l'âge. Donc en fait, les vieux parfumeurs formulaient finalement à des prix assez bas. Et puis les jeunes, tout foufou, qui ont, on leur donne carte blanche. Alors eux, ils se lâchent, ils mettent des overdoses de rose de mai. Et donc la haute parfumerie, c'est avant tout avoir de la qualité dans le jus. Et également de la créativité. Donc on voit dans la parfumerie, comme dans la mode en fait, il y a des tendances, il y a des parfums qui deviennent des best-sellers, qui créent des tendances, et donc une marque commerciale aura tendance à s'engouffrer dans cette tendance. S'il y a une tendance sur les gourmands, tout le monde va lancer des gourmands pendant un certain temps. La haute parfumerie, c'est également pour moi s'abstraire de ça et apporter de la créativité. Voilà. Et juste d'ailleurs, le prix moyen à peu près du parfum ex nihilo, je pense. Donc on a notre format classique, on va dire, et un 100 ml. Et la plupart de nos collections vont être à 280 € pour le 100 ml. D'accord. Ensuite, pour les naturels synthétiques, alors ça c'est vraiment un point très important. Nous, on travaille évidemment avec les naturels tout autant que les synthétiques. Donc il faut savoir que les synthétiques aujourd'hui, c'est les maisons de parfumerie qui vont développer des nouveaux synthétiques. Donc Givaudan par exemple, Firmenich, IFF, toutes ces maisons. Donc eux, ils ont de la R&D qui va aboutir à ce qu'on appelle des captifs. Donc un certain nombre de ces matières, en général, ils les gardent en exclusivité pour le groupe pendant quelques temps, mais ensuite, ils se les vendent les uns les autres. Donc c'est synthétique aujourd'hui. Alors le mot est pas très beau et je pense qu'il y a eu beaucoup de mauvaise presse sur ce mot synthétique qui fait très peur, où on se dit c'est pas bon, est-ce que vous faites que des naturels, etc. Chimique, exactement. La réalité aujourd'hui, c'est que tous les synthétiques utilisés en parfumerie sont propres. Ils ont des chartes qui sont extrêmement sévères. Donc un synthétique aujourd'hui, ça va être évidemment biodégradable, ça va être évidemment safe pour toutes les réglementations mondiales, sinon ils ne pourraient pas créer de parfum, puisque l'ensemble des marques va commercialiser dans tous les pays du monde. Donc c'est des choses qui sont extrêmement safe.
Et même si vous regardez les contraintes sur notre catégorie de produits, en général, elles sont liées aux allergènes. Les allergènes viennent des naturels. Les synthétiques n'ont pas cette problématique-là. Donc en fait, quand on formule avec des synthétiques, pour les parfumeurs, c'est beaucoup plus facile parce qu'ils ne vont pas avoir de contraintes de dosage sur la formule dans son ensemble. Est-ce que l'appellation synthétique, c'est une contrainte réglementaire qui vous est imposée d'appeler synthétique, ou tu peux l'appeler comme tu veux ? Pas du tout. On pourrait l'appeler autrement. D'ailleurs, aujourd'hui, on parle beaucoup de chimie verte, de biochimie. Donc, il y a d'autres noms qui sont apparus et qui permettent aussi de donner une image qui donne plus envie, parce qu'il y a effectivement un peu ce lien pétrochimie qui est pas très sympathique. Et ça lie directement à la biodiversité. Aujourd'hui, évidemment, il y a eu et il continuera à y avoir des crises sur les naturels. La biodiversité en est une, mais c'est aussi l'espace, les terres. Donc les terres vont être en concurrence entre eux, faire de la nourriture, faire des logements et puis faire des fleurs, par exemple. Donc on a vu, quand j'étais chez Givaudan, d'ailleurs il y a quand même pas mal de temps, on a eu la crise du patchouli, parce qu'en fait le patchouli était développé essentiellement dans une région du monde, en Asie du Sud-Est, et il se trouve que ces agriculteurs-là, à un moment donné, sont passés au café, parce que le café, en fait, avait un prix beaucoup plus élevé que le patchouli, sans prévenir personne. Et donc, d'une année à l'autre, on s'est retrouvé sans patchouli. Voilà. Et donc, ça pose évidemment beaucoup de questions sur la partie sourcing. Donc, il y a eu aussi un gros développement de durabilité. Il y a eu des investissements dans ces régions qui peuvent être à risque, d'éducation aussi pour que les gens restent, parce que les gens vont aller plutôt vers les villes pour trouver du travail. Et puis, il y a ces fameuses alternatives de biochimie ou de synthétique qui permettent de reproduire des senteurs, ou en tout cas de s'en approcher, pour pallier aussi à des déficits de récolte naturelle. Vous inciter à avoir vos propres terres, vos propres surfaces. Absolument. Pour sécuriser le sourcing de c'est ce que font la plupart des grands groupes. Oui, donc oui, on a vu pour la rose de mai. Alors la rose de mai, c'est assez particulier parce que c'est une rose, l'appellation rose de mai, c'est cette région autour de Grasse qui permet d'avoir une rose qui est très mielée, voilà, qui est assez différente de la rose d'Amassana, qui est, on va dire, la rose utilisée dans 95% des parfums de la parfumerie. Donc cette fameuse rose de mai, la production est très faible par rapport à la demande mondiale, au point qu'aujourd'hui, chez Givaudan, par exemple, ils n'ont plus le droit de formuler avec de la rose de mai, parce que si demain ils gagnent un blockbuster avec cette formulation, ils ne seraient pas capables d'avoir assez de rose de mai. Donc les grands groupes ont effectivement acheté leurs terres. Chanel a ses terres, LVMH a acheté des terres, L'Oréal avec Lancôme a acheté des terres. Donc aujourd'hui, il y a une petite partie de cette production de Grasse qui est encore, on va dire, accessible et multimarque. Mais la réalité, c'est que nous, par exemple, si on ne passait pas par Givaudan, on n'aurait pas accès à de la rose de mai aujourd'hui. Super intéressant. Est-ce qu'il y a une autre... Vas-y, Karine. Merci. Alors, j'ai la chance de connaître le Ex Nihilo depuis les débuts. Donc, j'ai beaucoup suivi évidemment l'évolution. Et il y avait plusieurs questions que je voulais poser. Il y avait notamment l'identité visuelle, qui est quand même assez forte et un peu singulière, je trouve, un peu dans l'imaginaire qu'on peut avoir autour du parfum. Donc, d'où venait ce choix et comment ça s'est fait. Il y avait également une autre question qui n'a rien à voir avec l'identité visuelle, mais qui était plutôt rétrospectivement. Est-ce que dans toute la stratégie qui a été mise en œuvre, et on a bien compris qu'évidemment elle change assez... elle est amenée à s'adapter au fur et à mesure du temps, parce que le BP n'est jamais suivi évidemment à la lettre. Est-ce que finalement il y a eu des fausses routes, des choses que postérieurement, rétrospectivement, vous regrettez d'avoir mis en place parce que finalement ça vous a mené nulle part et c'était peut-être quelque part une perte de temps?
Et dernière question, moi qui suis très attachée à la communication de façon générale, mais peut-être que je me trompe, c'est vrai que vous n'avez pas fait forcément le choix d'avoir une grosse communication dès le départ, puisque votre choix était surtout sur le physique et l'expérience. Mais qu'est-ce qui vous a fait dire à l'époque pourquoi on va plutôt choisir cette façon-là de travailler et d'installer la marque que de miser tout de suite sur des gros sujets de com? Parce que même encore aujourd'hui, finalement, la communication, elle est assez, elle est présente, mais elle reste assez peu visible quelque part par rapport à ce qu'on pourrait imaginer si on compare en plus par rapport à d'autres grandes marques de parfumerie. Voilà. Super. L'identité visuelle, absolument. Donc l'identité, elle s'inspirait beaucoup de tout l'univers art déco qu'on aimait tous les trois, Benoît, Olivier et moi-même. Le choix de la couleur bleue qui a été important aussi pour la marque. Donc ce bleu majorel très vibrant, c'était à la fois la France, la représentation de la France, mais dans une tonalité plus moderne, plus tournée vers l'avenir que le bleu roi, on va dire, qui est un peu plus terne. Donc cette identité du bleu, elle a aussi été très forte dans notre développement, puisque ça nous a permis en tout cas quand on était en multimarque, d'émerger par rapport à la plupart des marques institutionnelles qui sont quand même beaucoup sur des codes blancs et noirs, encore aujourd'hui. Et puis, quelques marques qui étaient visuellement plus fortes, comme Hermès avec son orange ou Acqua di Parma avec le jaune. Mais c'est vrai que le bleu n'avait jamais été exprimé à date en beauté. Donc, ça a été très fort. Donc, tous les codes un peu art déco, du pack, etc., c'était aussi pour amener cette modernité, ce nouveau vent un peu de fraîcheur dans la parfumerie qui se raccroche quand même beaucoup à l'histoire française, dont on n'a pas toujours conscience en étant français, mais qui est vraiment extrêmement forte à l'international. Enfin, être une marque française dans le luxe, ça assoit déjà une certaine légitimité dans notre catégorie. Donc, nous, l'idée, c'était pas du tout de travailler à la marquise de Pompadour et d'avoir des froufrous et de travailler cette France d'hier, mais au contraire, d'exprimer la France dans toute sa modernité et son côté artistique. Donc, ta deuxième question, c'était autour de... Il y avait le sujet de la communication. La communication. Alors... C'est vrai qu'on a donc le pari de la jeunesse, c'était d'avoir cette boutique pour pouvoir exprimer un service. La réalité, c'est qu'il faut faire des choix, que le lancer rue Saint-Honoré, c'était déjà un pari énorme, un peu fou, rétrospectivement, qui a été gagnant, mais qui était quand même un peu fou. Et que, honnêtement, on n'avait pas le budget pour, en plus, activer énormément de presse, faire des grosses soirées. Donc, ça a été finalement notre fer de lance de communication. Et d'une certaine manière, ça a marché puisque les gens sont quand même venus à nous. Donc, on a bénéficié quand même beaucoup de bouche à oreille de nos premiers clients. Donc, les premiers clients de cette boutique, c'était beaucoup d'Américains, moyen-orientaux et puis les pays de l'Est. Et on a senti ce bouche à oreille parce que assez vite, en fait, la boutique a pris... Et justement, Sylvie, pour rebondir sur ce que dit Karine, c'est un vrai sujet, la communication et les dépenses en communication, où on peut vite tomber dans le piège en se disant bah voilà, je crée ma marque, personne ne la connaît, donc il faut que j'investisse entre guillemets massivement pour développer ma notoriété. Mais en effet, le ROI est super long. Donc, l'analyse que tu as faite aussi, c'était ton canal d'acquisition client, avoir une vision très héroïste où tu t'es dit bah, c'est quoi ma valeur ajoutée et mon avantage concurrentiel différenciant, c'est l'expérience que je peux montrer à mes clients finaux B2C, mais aussi B2B, c'est ce que tu dis. Et c'est un peu comme ça, j'imagine que vous avez aussi un peu raisonné. Et d'ailleurs, aujourd'hui, je rebondis sur la suite de la question de Karine, mais c'est vrai que vous faites 100 millions d'euros de chiffre d'affaires et finalement, vous devez très certainement avoir un plan média,
mais qui n'est pas très important et qui n'est pas très significatif parce que est-ce que ça va justement, vous dites on préfère investir dans l'expérientiel, dans les points de vente, pour créer cette communauté qui se développe. Comment est-ce que tu fais tes arbitrages? Alors, quand même, heureusement, les budgets ont quand même grandi dans le temps. C'est vrai qu'on a beaucoup travaillé aussi de manière un peu maligne avec des opportunités, grâce à toi notamment, mais sur tout ce qui était collaboration, sur tout ce qui était presse, PR. On essayait aussi de jouer de la carte des nouveaux, de la nouvelle expérience, et d'avoir finalement de l'éditorial ou de la communication sans forcément faire de l'advertising. Et je pense que ça revient à ce fameux David et Goliath, c'est-à-dire si on commençait à essayer de mettre des moyens mais qui étaient à notre hauteur, de toute façon on n'aurait jamais émergé versus les gros. Donc c'est vrai que le ROI il est très difficile, il est plus facile aujourd'hui où finalement on a une notoriété un peu plus grande et donc si on investit on en voit le retour qu'à l'époque où de toute façon nos budgets ne nous permettaient pas de faire des choses très bonnes. Après, on a également fait le choix d'internaliser beaucoup et ça je pense que c'est une manière de travailler qu'on aime bien avec Olivier et Benoît. Et donc on a eu un studio de création très tôt en interne, donc on a développé beaucoup de nos visuels, nos contenus en interne, alors que la plupart des marques passent par des agences. On a également très tôt recruté une équipe d'architectes, donc toute la partie DA des boutiques a été faite aussi en interne et je pense que ça nous différencie pas mal de la concurrence. Et ce qu'on voit dans les agences, c'est aussi que beaucoup font appel aux mêmes agences, c'est que finalement on voit un peu cette uniformité maintenant dans les concepts retail notamment, mais même visuels, sur la communication visuelle des marques qui sont assez proches l'une de l'autre. Donc ça aussi, je pense que c'était plus une manière de travailler à la base, mais je trouve qu'elle est assez payante dans le temps parce qu'elle nous permet d'avoir un univers qui nous est très, très propre. Et je crois qu'il y avait une dernière question et après on va clore. C'était la question si tu avais fait des choix stratégiques que tu avais regrettés après. C'est ça, plus ou moins. Aussi, il y a eu des fausses routes. Des fausses routes. Il y a toujours des fausses routes. On en a eu. Ouais, on en a eu. Le plus gros bid que tu te sois tapé. Alors, il y a des... Non, mais ça donne espoir, tu vois, aux personnes qui se prennent un gros bid et qui écoutent. C'est bon. Il y a eu des lancements parfums auxquels on croyait énormément et qui n'ont pas fonctionné. Qui n'ont pas du tout fonctionné. Je pense que je pense à un notamment qui, chez Givaudan, a créé un buzz énorme. Au point qu'ils s'étaient même demandé si ils allaient pas le garder, et qui a été un bid énorme. Et donc on a été vraiment assez choqués. Enfin, nous on avait mis beaucoup de moyens derrière et on avait vraiment excité nos propres clients. Et ça c'était quand? C'est il y a combien de temps? C'était juste avant le Covid, en 2019. Un truc qui tombe super bien, quoi. Et puis après, on a dans le développement commercial, il y a des marchés, notamment en Asie, qu'on a ouvert récemment, où on a voulu avoir cette approche qui a fonctionné finalement dans les autres pays, où on met énormément de moyens sur la table tout de suite. Et la réalité, c'est que c'est des marchés qui sont quand même moins matures sur le parfum, qu'on a une notoriété de marque qui est vraiment très très faible en Asie, qu'on a très peu de cette clientèle en Europe. Et que finalement on s'est planté, quoi, et qu'on fait marche arrière aujourd'hui parce que globalement l'Asie souffre et les grands groupes qui sont engagés surinvestissent pour maintenir leur position, donc c'est vraiment un peu une spirale infernale très difficile. Donc là-dessus on n'a pas eu un alignement d'étoiles clairement entre le moment où on a lancé, la stratégie qu'on a mis en place, et on fait marche arrière aujourd'hui. Super intéressant. Je crois qu'on prend une dernière question. Tu voulais poser une question aussi? Les deux. Hop. Vas-y. Merci beaucoup Sylvie. Grâce à Camille, vous avez déjà répondu à une de mes questions. Mais j'avais une autre question. C'est vrai qu'on a beaucoup parlé de la personnalisation. Est-ce que finalement vous pensez que le futur de la haute parfumerie se tend vers ça, vers l'exclusivité et la personnalisation, davantage que finalement
des icônes universelles, par exemple ? Moi, j'y crois beaucoup. En tout cas, on voit beaucoup de nos clients qui ont envie de cette touche d'exception, de cette touche personnelle. Je pense qu'elle ne passe pas forcément par la personnalisation du jus comme on le fait nous. Donc vraiment, on rajoute des matières premières à la création d'origine. Mais en tout cas, dans le service, la manière dont on appréhende cette consultation parfum, trouver vraiment le parfum qui vous correspond, qui va vous faire vibrer, qui représente votre personnalité, plutôt que de s'attacher à un discours qui est très marketing et uniformisé. Je crois beaucoup à ça. Et je pense que c'est ce discours-là des marques comme nous, des marques indépendantes, qui a séduit. Et qu'on ne se réfugie pas derrière une égérie ou une campagne de pub, mais que vraiment on s'intéresse au fit en fait, de personnalité entre notre client et le parfum. Et je pense qu'il y a ce besoin d'identité est très très fort, surtout sur la nouvelle génération. Ils ne veulent pas être rassurés avec un parfum que porte tout le monde, ils veulent être uniques. Super. Une dernière question ? Non, il y avait une question ? Non, c'est bon ? Ok, de toute façon, je pense qu'il y a avec... Si ? Ah, pardon. Ah, si, vas-y. C'est la dernière. Une toute petite question. Est-ce qu'il y a une maison que vous admirez particulièrement ? Et si vous n'étiez pas la CEO d'Ex Nihilo, qu'est-ce que vous porteriez comme parfum ? Ah non, mais ça, tu peux pas répondre ça. Ah si. Non, ça, c'est pas possible. Elle peut pas donner le nom d'un concurrent. Non, non. Ou alors, tu sais, un parfum qui n'existe plus. On admire beaucoup ce que fait Guerlain. Ils ont vraiment une histoire qui est incroyable et fait des choses extrêmement bien les dernières années. Nous, on les voit dans tous les points de vente où on est. Je pense notamment à Harrods, où ils ont des pièces d'exception absolument fabuleuses. Ils ont une vraie approche magnifique, c'est sublime. Et une vraie approche parfum. Ouais. Enfin, c'est vraiment une maison qui s'est attachée à ce côté haute parfumerie. Ouais. Donc évidemment, ils vont être chez Sephora aussi, avoir des lignes beaucoup plus commerciales, mais la réalité de la marque, c'est qu'elle a une vraie attention sur le parfum et la créativité derrière ces parfums. Et nous, ce qu'on envoie, en tout cas des équipes de la formation, on a recruté beaucoup de gens qui viennent de chez Guerlain, mais ils sont des vraies écoles de parfumerie et ces formations sont très très bien faites. On aime beaucoup Thierry Vasseur aussi, qui est leur parfumeur. Et on sent le luxe, c'est-à-dire le temps. Ils prennent le temps de faire les choses. Ils ne sont pas dans les lancements à tout va comme beaucoup de marques. Ils ont peu de lancements. Et voilà, je trouve qu'ils font les choses de manière... c'est vrai que c'est une maison magnifique. Je le dis pas alors. Non, il y a évidemment, nous, beaucoup de marques qu'on adore, concurrentes. Donc, on n'a pas du tout de complexe vis-à-vis de ça. Je pense qu'une marque qu'on a vraiment admirée, et notamment pour ce côté créativité et communication, c'est Byredo, qui a fait des choses absolument incroyables. Donc là, ils sont un peu à un tournant de leur histoire, puisque le fondateur vient de partir. Mais en tout cas, je trouve que c'est une des marques qui a vraiment cassé les codes dans notre industrie et qui a été lancée quelques années avant nous. Moi, j'adore également le Labo, qui a été également racheté. Mais voilà, les fondateurs sont exceptionnels et ils ont... créer à la fois un concept qui est très fort et finalement suffisamment fort pour rester dans le temps. Il y a eu relativement peu de changements depuis le lancement de la marque et j'aime beaucoup leur parfum. Voilà. Donc, super. Eh bien, un grand merci Sylvie, c'était passionnant. Merci à vous tous. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode des Voix de l'audace. J'espère qu'il vous donnera à votre tour l'envie d'être audacieux, d'oser et de bousculer les codes. Vous pouvez retrouver cet épisode en vidéo sur YouTube et je compte sur vous pour liker, télécharger
vous abonner et parler des voix de l'audace autour de vous.